Et bienvenue à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin, samedi 10 juin. Bien entendu, comme tous les jours, nous aurons un voyage où nous irons à la rencontre d'artistes, de personnes. Et bien entendu, comme à l'accoutumée et comme chaque samedi, nous aurons nos deux rubriques. Nous commencerons par Ahmed Guérigui Hassan qui lui nous parlera d'un savant ou d'un chercheur. On découvrira avec lui le personnage qu'il a choisi pour nous ce matin. Nous continuerons avec la beauté des mots et surtout nous parlerons de poésie avec Nadia Sepri. Elle viendra nous parler de l'événement qui va se dérouler cet après-midi au Bastion 23 et de la passion des mots. Nous passerons à la passion du chant puisque nous recevrons Zoher Mazari. Lui, il est chef de chœur. Il nous parlera aussi d'un événement qui a été organisé pour la journée d'aujourd'hui. Et nous continuerons avec à la découverte d'un très très beau métier, donc un métier de chœur, donc qui est auxiliaire de vie. Nous recevrons Sabrina Takounet. Elle, donc, comme je vous l'ai dit, elle est auxiliaire de vie. Elle nous parlera de ce très très beau métier où il faut être passionné pour pouvoir le faire. Et nous continuerons aussi, comme chaque samedi, un rendez-vous incontournable avec Semera Hadjamar qui, elle, sûrement nous amènera vers ses pérégrinations à la découverte ou d'un lieu ou d'une histoire. Voilà donc pour le programme d'aujourd'hui. J'espère qu'il sera à votre goût et bien entendu, on commence toujours comme d'habitude avec les nouvelles du ciel avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Mina Abed, bonjour. Bonjour Malim, bonjour. Comment à tous. vas-tu? Ça va. Ça va? Très bien. Avec le beau temps ce matin. Il fait beau. Il fait beau, oui. Oui, il fait beau, il fera beau, oui. Il fait déjà chaud. J'ai trouvé qu'à vers 6 heures du matin, déjà, il faisait 20 degrés. Un petit peu, oui. 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 On va remarquer une petite hausse. On va remarquer une petite très hausse bien. aujourd'hui. Allez, tu nous dis tout. Avec plaisir. Alors, bonjour à tous. Excellent réveil, de la brume ce matin vers les côtes est, puis un ciel dégagé à partiellement voilé sur l'ensemble des régions nord. Voilé également sur le nord Sahara ou encore les oasis. On notera possibilité de quelques faibles pluies, notamment vers le Hogar. Et puis on notera bien sûr de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le sud-ouest, le Sahara central, le nord Sahara et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on va noter une hausse du mercure avec 32 degrés à Rilizane. On notera 31 degrés à El-Bayat et Naama, 30 degrés à Tizi Ouzou, 30 également à Tlemcen, 31 degrés à Oran, on notera 29 degrés à Alger, Batna, 40 à Gardaya, 39 degrés à Bachar, 36 à Tindouf, on notera 43 degrés à Adrar, 46 à Ilizi, Insalah, et enfin le mercure atteindra les 47 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme sur le centre et l'est, peu agitée à l'ouest du pays, avec des vents entre 10 et 30 km/h vers les côtes ouest et entre 10 et 20 km/h sur le centre et l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. Eh bien, on notera quelques pluies du côté de Dallas, Miami, Vancouver, un ciel voilé à Montréal et New York. Côté température, on notera 31 degrés à Mexico, 34 degrés à Dallas, on notera 29 degrés à Miami, 26 à New York et enfin 21 degrés à Montréal. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci Mida. Merci. Je crois que la saison estivale ne s'est pas invitée comme d'habitude un peu plus tôt. Généralement, elle D'habitude, s'invite, c'est beaucoup trop tôt. Voilà. C'est beaucoup trop tôt. Exactement. Voilà. Donc pour l'instant, pas encore. Bon, pour l'instant, il faudra s'attendre au retour des pluies. C'est encore instable. C'est encore instable. C'est encore instable. Écoute, quand on dit pluie, moi personnellement, je m'en lasse pas, même si ce n'est pas la vrai, saison, c'est vrai. mais elle sera toujours la bienvenue. Exactement. On en a Alhamdulillah. besoin. Oui, exactement. Voilà. Mina, donc je te propose de commencer, de démarrer en musique avec Mehdi de Triana d'Alger.
Voilà, de retour sur notre plateau. J'espère que vous avez apprécié cette chanson. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié et rejoint Grégui Hassan. Grégui Hassan. Ça va? Tout va bien? Ça va, bonjour. Soir al-khair alaykoum. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là donc, ce matin. Merci à vous, de me recevoir chaque semaine. Donc, alors, qu'est-ce que tu as pour nous ce matin? Donc, voilà, dans la suite, à chaque fois, on essaie de jeter un peu de lumière sur les travaux des personnages les plus illustres de l'Algérie dans son histoire. Au début, on a axé un peu sur l'ancienne époque, donc l'époque historique, mais de temps en temps, on fait des sauts comme ça quand il le faut. Et cette fois, je crois qu'il a fallu qu'on saute à l'époque contemporaine pour parler d'un homme qui est encore en vie, professeur Djilali Sari. Enfin, je ne le connais pas, donc ce n'est pas un ami, il n'est pas de mon entourage, mais c'est son œuvre qui a fait qu'on soit obligé d'en parler au moins un jour, qu'on lui consacre un petit hommage. Djilali Sari, qui est connu, donc il est natif de Tlemcen, de formation il est géographe, c'est l'un des pionniers de l'université algérienne puisqu'il a commencé à enseigner en 1966. Il a après une longue carrière, donc il a terminé en tant que professeur, donc bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que c'est le bonhomme qui ne s'est jamais isolé, donc voilà, après sa retraite, c'est une retraite. Non, il a continué à s'intéresser aux questions, aux thèmes d'actualité. Donc, et il a continué à travailler, bien sûr. Il a publié beaucoup de livres après sa retraite, mais il a été un peu ballonné entre la géographie pendant sa carrière et l'histoire, je pense à la fin. Mais en fait, il s'est intéressé à l'homme, à l'Algérien en tant que dans ces deux. Un petit regard de sociologue aussi. Exactement. Sur la société. Donc, il y a beaucoup d'anthropologie dans ses travaux parce que, bien sûr, il s'est intéressé à l'espace et au temps, donc les deux dimensions où vit l'homme, et c'est tout à fait normal. Donc, il s'est intéressé aux problèmes de la ruralité en Algérie, les problèmes démographiques en Algérie coloniale, en Algérie post-coloniale aussi. Donc, il a beaucoup travaillé sur l'Ouarsini, sur la région des Aurès, je crois. Donc, il a fait beaucoup de travaux comme ça. Et surtout à la crise démographique de 1866. Donc, c'était une vraie crise démographique en Algérie. C'était un coup à la démographie algérienne parce que c'est une famine et des maladies et des épidémies qui ont duré pendant 3 ans. Donc, il y a même des villages qui ont été vidés. C'est un vrai coup. Et c'est là, bien sûr, où la Vigerie et ses compères ont profité de l'occasion, bien sûr, pour la christianisation. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements autour de ça. Mais bon, les Algériens ont pu résister. Il s'est intéressé aussi à des questions non moins importantes, telles l'insurrection de 1871. Donc, c'était à la suite de ça. C'est vraiment l'origine de l'insurrection de 1871, c'était les famines de 66-68. Donc, c'est tout à fait normal, tout est lié, tout est imbriqué quand on s'intéresse à l'homme, à la démographie, on est obligé de voir. Donc, il y a des faits historiques, il y a aussi des questions géographiques qui se posent parce qu'il y a aussi de la sécheresse, il y a beaucoup de problèmes d'utilisation d'autres éléments. Donc, c'est tout à fait normal donc il y a de la climatologie, tout ça rentre dans l'anthropologie. Donc, et puis il s'est intéressé aussi apparemment à sa ville natale, mais je ne suis pas sûr. Je crois qu'il est natif de Tlemcen, mais je ne suis pas sûr. Donc, je le dis parce que... C'est quelqu'un de très discret, vous me l'aviez dit au départ, c'est quelqu'un de très... à la limite de la timidité. Donc, j'ai assisté à quelques-unes de ses conférences. Donc, vraiment, il fait sa présentation, vous lui posez une question, il répond, point. Donc, ce n'est pas le gars à engager des discussions. Donc, il faut vraiment je ne sais pas comment il est avec les gens, les intimes, mais avec les gens qu'il ne connaît pas. Donc, il y a des échanges, bien sûr. Parce que j'ai vu que... Il y a des conférences. Il y a même un hommage qui lui a été rendu. Il y a un certain qui a écrit sur lui. Il disait, il l'a qualifié de généreux. Donc, j'imagine que dans le milieu qu'il connaît, avec ses étudiants, avec ses collègues, il y a beaucoup d'échanges. Il est généreux, il les oriente. Il y a beaucoup de... Donc...
c'est une nature tout simplement, mais néanmoins il est généreux parce que par tout ce qu'il a le service qu'il a rendu à toutes ses recherches, toutes ses recherches. Donc il pose des fois des questions clés. Donc s'intéresser à ces faits historiques liés au développement démographique de l'Algérie, c'est aussi des questions qu'il faut traiter et c'est très important. Donc il a fait dans l'histoire globale, mais il a surtout fait dans les histoires locales. Donc il s'est intéressé à Tlemcen, il s'est intéressé à Ghardaya, il s'est intéressé à des points particuliers, il s'est intéressé donc à des phases historiques à la vie rurale aussi, beaucoup à la vie rurale. Exactement. Donc ça, c'est ces travaux de géographie. Donc tous les développements qui se sont faits, donc les crises qu'a vécu la ruralité à cause du colonialisme, et les questions aussi, les défis, voilà, dépossession des fleurs, la crise aussi de comment on appelle ça, Zafarifi, comme on dit exactement, après l'indépendance. Donc, il a traité de tout ça. Donc, c'est des questions très importantes, mais avec une vue de géographe. Donc, c'est un gars qui, donc, c'est pas le bonhomme qui va s'engager à donner des chiffres comme ça. Donc, vraiment, c'est des études statistiques. C'est très important de respecter la statistique parce que les statistiques, en tant que science, parce qu'on peut pas donner des chiffres. Les historiens qui n'ont pas cette formation ont tendance à donner des chiffres. Ils ont même été critiqués par Ibn Khaldoun. Donc, il a donné l'exemple d'une bataille entre tel et tel je ne sais quoi. Donc, l'un avait 500 000 personnes dans son armée, l'autre en face, il s'est posé la question où a pu avoir lieu cette bataille, parce que pour engager un million de personnes, autant de personnes, et puis avec tout ce qui vient avec, donc il faut les alimenter en eau, en alimentation, en nourriture, avec leurs animaux à l'époque, donc toutes les infrastructures qu'il faut. Donc c'est des questions. Mais le géographe qu'il est, donc vraiment il est très prudent sur ces chiffres. Donc il va titiller toutes ces informations qui sont données par les historiens. Donc il les questionne. Moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est une référence, à chaque fois j'y reviens, son livre sur l'intelligentsia algérienne, donc 1850-1950. Donc, il a parlé sur le rôle de quelques personnages clés, des personnages algériens. Donc, il y a Abdelhalim Zmaya, il y a, voilà, exactement, c'est l'émergence de l'intelligentsia algérienne, donc après de 1850 à 1950. Donc, il donne vraiment et c'est un travail très important. Et vu l'importance de toute cette œuvre, donc, comme je le disais, il y a eu un hommage qui lui a été organisé en 2013 par ses élèves et ses collègues, donc à l'université d'Alger, lui ont rendu un hommage. À la fin, donc, j'ai mis même le programme que j'ai trouvé sur le net. Encore une fois, je remercie tous les gens qui mettent des photos. Voilà, c'est ça le programme de la journée hommage organisée pour l'œuvre de Djilali Sari, Arbitou Amro. Inch'Allah. Donc voilà un peu pour. Et la majorité de ces ouvrages sont jusqu'à présent, donc on les trouve donc pour ceux qui veulent, qui s'intéressent. Donc il y a aussi son travail très important sur Tlemcen. Et sur, voilà, il y a deux travaux, Tlemcen et ses élites. Il y a aussi Tlemcen, cité patrimoine. Donc, on va voir peut-être la couverture. C'est par la suite. Il y a Tlemcen et ses élites, celui-là. Il y a un deuxième qu'il a consacré à Tlemcen aussi. Donc là, donc à chaque fois, il jonglait entre les époques, entre les périodes. En fait, c'est ça qui est passionnant. Son ambivalence. Son ambivalence à aller. Et sa maîtrise aussi des deux langues. Donc, c'est pas le bonhomme qui va utiliser un certain type ou une certaine langue de référence. Donc, il a aussi cette possibilité, son bilinguisme, peut-être ou peut-être plus. Donc, il lui permet d'aller chercher des informations dans les sources arabes et dans les sources en langue étrangère. Et donc, ça lui donne plus de liberté. Et en général, il a un style très intéressant, très simple. Donc, on peut suivre, on peut lire, donc accessible, mais aussi précis. Très précis. Donc, c'est pour ça. De toute façon, moi, j'ai apprécié à chaque fois que je lis ces ouvrages. Il y a les deux ouvrages que je viens de trouver, je les ai pas encore feuilletés.
Donc ça c'est sur Constantine, il y a un ouvrage il a réédité les mémoires de Ahmed Bey, Hajj Ahmed Bey Rabbi yarhamou, et puis un autre sur les deux beys en avant sur leur époque, Salih Bey, donc le fameux Salih Bey Galou l'Arab Galou, et Hajj Ahmed Bey, donc parce que c'est des gens qui ont marqué deux personnalités qui ont marqué Constantine. Un peu plus Salih Bey, j'imagine. Bon, Hajj Ahmed Bey parce que il a vraiment assumé son rôle de chef, donc il a été le chef de la résistance, donc jusqu'à 1847. Il est enterré à Sidi Abdelrahman, donc qui vient d'être rénové. On peut même visiter la tombe de Hajj Ahmed Bey, Rabbi yarhamou. Donc tout ça, c'est l'œuvre de Jilali Sari pour ceux qui veulent lire un peu plus. Donc ces livres existent dans les librairies. Donc voilà. Très bien. Donc il est disponible, accessible. Et lui aussi, donc ça serait bien aussi en fait qu'on puisse un petit peu le croiser plus sur des plateaux télé. Oui. Mais bon, étant donné que vous m'avez dit qu'il est discret, bah oui, effectivement. Il faut l'inviter. Je ne sais pas, peut-être qu'il répondra. Je pense que oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a l'habitude de donner des conférences pour le grand public, notamment avec notre ami, des amis de la rampe lunaire avec Amélounis, Amérabah et toute la compagnie. Donc il l'invite souvent, il répond, il est là, il donne des conférences, il participe, il vient même assister. Donc Inch'Allah, on a tout intérêt donc à croiser ces gens et à profiter de leur présence et de leur savoir. Et surtout lire ce qu'ils ont écrit, c'est ça le plus important. Donc c'est ce qu'on œuvre pour ça, la rubrique est faite pour ça. Très bien. Donc, incitez, allez-y. Lisez, voilà. Enivrez-vous de livres. Voilà, exactement. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous les téléspectateurs. Merci. Donc, à samedi prochain. Inch'Allah. Donc, on continue avec un sujet de Sofia Chouben sur Anna Griki, cette militante et poétesse. Authentique militante, poétesse et écrivaine algérienne. Anna Griki, de son vrai nom Colette Anna Grégoire, née dans un village aurétien de Batna en 1931, a manifesté ses dons en écriture dès son adolescence. Les aurès frémissent sous la caresse des postes émetteurs clandestins, le souffle de la liberté se propageant par ondes électriques, vibre comme le pelage orageux d'un fauve ivre, d'un oxygène soudain, et trouve le chemin de toutes les poitrines. Les bruits disparaissaient dans la tiédeur de l'atmosphère et dans le temps. C'est la guerre muette derrière les portes de Batna. J'assiste sur l'écran de mon enfance à un combat silencieux sur des images au ralenti. Après ses études en lettres à la Sorbonne, elle revient en Algérie, milite au sein du Parti communiste et se fait le chantre de l'indépendance. Emprisonnée et torturée à la prison Barberousse de Serkadji, la jeune militante ne cède pas au chantage du pouvoir colonial et écrit ses premiers poèmes. Malgré son expulsion de l'Algérie, Anna Griki continue à servir la révolution sous une plume engagée pour le combat libérateur. Après l'indépendance, elle participe à la création de l'Union des écrivains algériens aux côtés de poètes écrivains de renom comme Mouloud Mamri, Kateb Yassine, Malek Haddad, Assia Djebar et d'autres encore. Naturellement, Anna Griki se dirige vers l'enseignement au lycée Émir Abdelkader d'Alger, puis prend position dans les débats sur les orientations révolutionnaires de la littérature. La mort prématurée de Anna Griki en 1966
l'Arabie au sien, et à l'Algérie comme une fleur à peine éclose. J'habite une ville si candide qu'on l'appelle Alger la Blanche. Ces maisons chaulées sont suspendues en cascades en pain de sucre, en coquilles de brisées, en lait de lumière solaire, en éblouissante lessive passée au bleu, en plein milieu de tout le bleu, d'une pomme bleue. Je tourne sur moi-même et je bats ce sucre bleu du ciel. Et je bats cette neige bleue du ciel, bâtie sur des îles battues qui furent 1000, ville audacieuse, ville des marées, ville au large rapide à l'aventure, on l'appelle El Jazair, comme un navire de la compagnie Charles le Borgne. La grande Anagriki, donc narrée par Sophia Chouben, magnifiquement racontée par Sophia Chouben, et m'a rejoint pendant ce temps-là une amoureuse des mots, donc elle aussi, Nadia Sepré. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Merci, ça va. Alhamdoulilah. En tout cas, merci d'être là. Merci à vous. On est très heureux de vous recevoir ce matin et vous allez nous parler d'un événement qui vous tient à cœur. Oui. Et bien entendu, qui vous tient à cœur depuis toujours. Hein. Donc, cette poésie, la littérature, la beauté des mots, c'est toute votre vie. Absolument. En fait, cet après-midi, effectivement, à partir de 13h, au Bastion 23, donc Palais des Raïs. Et Dieu seul sait que Palais des Raïs, ça inspire les poètes, ça inspire la littérature, les arts plastiques. Et on va organiser donc la caravane de la poésie. Donc c'est un nouveau concept. Il s'agit de convier tous les poètes. Aujourd'hui, le poète... En fait, la poésie dans le monde, et notamment en Algérie, c'est le parent pauvre de la littérature. La poésie, c'est celle qui marche moins, c'est celle qui n'a pas d'espace pour déclamer. Et donc, nous allons réunir toutes ces voix de la poésie contemporaine, et puis nous allons aussi rendre hommage à beaucoup de... D'ailleurs, je suis très heureuse de voir Anagriki, puisqu'il est question aussi d'un poète qui est Lazhari Lapter, qui va déclamer Anagriki, et puis nous allons un petit peu... Ça va être votre invité d'honneur? Notre invité d'honneur, ça va être Qaddour Mhamsadji. Et mon Dieu, quel bonheur! Exactement. C'est le doyen de la littérature algérienne. Vous savez, Qaddour Mhamsadji, en 1963, il a été dans l'Union des écrivains, avec Mamri, avec Bourboune, avec Jean Sénac, avec tout ce monde. Donc, l'avoir est... En fait, un privilège. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est un flambeau. D'ailleurs, c'est ce que je vais dire dans mon allocution de l'après-midi. C'est vraiment un flambeau qu'il va passer à d'autres générations. Il a beaucoup travaillé à la radio, je pense, et surtout la chronique hebdomadaire, Temps de lire. Et Temps de lire, ça a été... travailler sur des livres, notamment il a travaillé aussi sur mes romans, sur des romans contemporains, sur des classiques. Et je me souviens de Qaddour Mhamsadji, Temps de lire, c'était à l'anniversaire des 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. Il avait fait un merveilleux papier sur un petit peu ce on va un petit peu, si vous voulez, il a tracé l'ossature de notre Algérie de 50 ans. Aujourd'hui, elle a 61 ans, donc de notre indépendance. Et nous allons perpétuer cette voix des poètes, et notamment les poètes qui ont déclamé dans les geôles coloniales pendant notre guerre. Ça va être tous ces textes qu'on va ramener. En fait, le concept de la caravane de la poésie, ça va être comme le marché de la poésie, le souk de la poésie. Pourquoi exactement le mot caravane? En fait, la caravane... j'aime bien le côté troubadour aussi. Dans l'époque, absolument, dans l'époque médiévale, c'était les troubadours. Ils pouvaient déclamer dans des espaces comme ça, là où il y a la population, là où il y a le groupe de personnes, là où c'est la rue aussi. Donc c'est la caravane, c'est cet aspect, ça a cette connotation, et en même temps, ça a une connotation de faire un marché de la poésie. Donc aujourd'hui, par la caravane de la poésie,
nous souhaitons et nous espérons que les poèmes partiront chez le grand public. En fait, c'est un peu le travail du magazine littéraire livresque qui existe depuis 2008, donc c'est le magazine de la littérature que je dirige. C'est dans la continuité de la promotion des textes, c'est dans la continuité de la promotion des auteurs, c'est dans la continuité, si vous voulez, de notre culture par l'écrit. Donc l'écrit sera à l'honneur, l'écrit va rencontrer peut-être d'ailleurs dans cet après-midi, il va y avoir aussi des passionnés, des profs d'université, des éditeurs, des lecteurs et de simples publics. Donc nous allons avoir cette famille des lettres, parce que nous avons besoin aussi de réunir la famille des lettres pour se connaître. D'abord, nous déclamons dans les 3 langues, donc la langue française, la langue arabe et la langue amazigh. Donc, ce sera ces 3 langues-là qui vont être les poèmes de cet après-midi. Et nous allons repartir jusqu'aux poèmes du passé, comme je vous ai dit, pendant la colonisation, les femmes ont déclamé comme Anna Grecki, comme Nadia Gendous, comme Zohor Zerari, comme... qu'est-ce que j'ai encore comme comment il s'appelle enfin, j'ai des noms comme ça de ces militants, de ces combattants pendant la guerre, et ils ont déclamé à partir des prisons. Donc vous allez voir, le public va voir que non seulement on va déclamer par des textes simples comme pendant la guerre, mais on va déclamer par les textes d'aujourd'hui sur la vie, sur l'amour, sur le désamour, la solitude, la liberté, les questions existentielles. Voilà, parfois. donc la poésie qui raconte la vie, la poésie qui raconte les sentiments, des sensations de l'instant présent ou de toute une vie. Donc vous essayez un petit peu à travers cet événement de remettre la poésie un petit peu à sa place, parce qu'on en a parlé hier, la poésie autrefois faisait partie intégrante de toute la société. Donc elle n'était pas, on va dire, réservée à une élite ou à une certaine catégorie, mais en fait c'était jusqu'au petit peuple qui en fait les femmes aussi, on a parlé aussi hier des femmes qui travaillaient en poésie, qui racontaient de la poésie à leurs enfants. Absolument. En fait, dans le passé, et en plus dans la société méditerranéenne et la société africaine, et nous sommes des Africains, nous sommes de tradition orale. Donc dans notre oralité, il y avait des vers, il y avait chanter la vie ou raconter la vie par des rimes, un air de chanson, on avait aussi les contes. Donc nous étions baignés, nous avons baigné dans cet amour des textes, dans ces rimes, dans ces rythmes, dans ces déclamations, parce que nous sommes de tradition orale. Et bien sûr, la poésie, comme on a évoqué l'époque médiévale, on évoque aussi pendant notre colonisation aussi, nous étions dans l'oralité, donc les mamans, les grands-mères déclamaient dans les champs, déclamaient dans les villages, déclamaient aussi dans des maisons. Et la poésie, elle a évolué, et quand elle a évolué, elle est devenue presque conventionnelle. Donc on nous montre la façon d'écrire, c'est vraiment une écriture, toi tu es poète, toi tu ne l'es pas, toi tu peux correspondre à la convention tracée par les puristes de la poésie, toi pas. Or, aujourd'hui, en tout cas ce qu'on constate, nous les passionnés des lettres et nous les écrivains, on constate qu'il y a une liberté d'écriture. C'est surtout une liberté de raconter la vie ça peut être rythmé, comme ça peut être chanté, comme ça peut être une prose poétique. Une prose où vous pouvez trouver aujourd'hui des romans de 200 pages ou de 300 pages, c'est sous forme de poèmes. Donc la façon d'écrire, elle est libre, mais ce qui est particulier dans la caravane de la poésie, en tout cas cet après-midi, c'est mettre le poème, mettre le texte. D'ailleurs, dans le programme, il ne va pas y avoir grand-chose de conférences. Nous allons avoir 2 conférences, mais sinon le reste, ça va être déclamé. Ça va être aussi les airs de musique avec Radia Almas,
Donc vous allez mettre comme ça un fond musical. Il va y avoir un fond façon, musical. On va dire à mettre l'atmosphère nécessaire. Absolument, parce que qui dit poésie dit aussi chant, dit aussi fredonner, dit aussi chanter dans sa tête, chanter dans son âme, dans son cœur, dans son être. Et donc, on va non seulement ça va être des lectures. Chacun sa façon de lecture aussi. Vous savez, la poésie, autant vous trouvez celui qui rentre dans le texte et puis il va faire sorte de troubadour. Donc c'est un jeu avec les gestes, avec le chant, avec la voix qui s'élève, qui descend, qui remonte, qui va un petit peu avoir des... Lui donner en fait et vous allez trouver, absolument, vous allez trouver d'autres qui vont lire, mais d'une façon la plus carrée, la plus... et donc il va y avoir une musique qui mettra en relief un petit peu les textes. Et la caravane de la poésie, ça va être surtout, on aura 2-3 conférences, mais très brèves, mais sinon, ça va être que déclamer des textes. Il y aura à peu près combien, une trentaine de trentaine de participants, une trentaine de... alors de comment... tout âge, de tout bord? Oui, nous allons avoir les plus jeunes, les plus vieux, et nous allons avoir des textes de ceux qui ne sont plus là. D'ailleurs, on va rendre hommage aux poètes absents, c'est ce qu'on appelle les poètes absents. En fait, absents ou parce qu'ils sont passés de l'autre côté de l'autre vie, ou alors ils sont absents du territoire national. On a cela aussi, et gardez en tête que ça va être la rencontre avec les textes. Il n'y aura pas trop de blabla, il n'y aura pas trop de conférences, il n'y aura pas trop de le pourquoi et non, il y aura vraiment mettre le poème, et il y aura beaucoup de livres à dédicacer par les auteurs, par les éditeurs. Moi-même, mon livre va sortir. Je suis très très heureuse que mon livre Autopsie d'un temps va sortir. Donc il s'agit des haïkus. Moi, j'ai pratiqué des haïkus. Voilà, on reviendra sur les haïkus. Je voudrais juste encore parler de Mohamed Saadi. Donc, oui. Vous avez l'honneur, hein, vous aurez franchement le plaisir d'avoir ce grand homme, surtout qu'il se fait rare ces derniers temps. Alors, non seulement il se fait rare, mais il est malade. Il est atteint de la macula. C'est une maladie très compliquée pour les yeux, donc il ne peut plus voir. Mais il a ce cœur d'un passionné des lettres, d'un passionné de l'écriture. Il a écrit le Bourgalet, pièce de théâtre. Je crois que sa première pièce de théâtre, préfacée par Oblès, remonte à, si ma mémoire est bonne, à 45. Les années 45. Donc pour vous dire un petit peu il a écrit des textes, des poèmes, des chroniques, des romans. Il a écrit toute sa vie. Il a aussi en fait passé sa passion à son petit-fils aussi. Absolument. Donc, Anis Mezaour, qui est romancier, qui est passionné, hein, la relève du grand-père. Donc Anis Mezaour a écrit, je crois, plusieurs romans, et c'est vraiment on voit que c'est c'est ce que le grand-père a laissé à sa famille, à sa descendance. Mais on est très honoré de l'avoir, de Mohamed Saadi, parce qu'il y a eu des invitations où il ne pouvait pas répondre, vu sa santé, vu son âge, vu ses maladies. Hein. Je vous ai dit, la macula, donc c'est presque la cécité. Il ne peut pas voir, mais il a le cœur vivant par l'espace avec la famille des lettres. Et nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. Donc on peut redonner juste le lieu, l'heure et la date. Donc la date, c'est aujourd'hui, donc le 10 juin, à partir de 13h, au Bastion 23. Le Bastion 23, c'est face à la mer, donc on est un petit peu, on est déjà très noyé dans l'inspiration. La grande muse, c'est la Méditerranée, et nous espérons voir un public s'intéresser, et vraiment, pourquoi pas, pourquoi ne pas perpétuer cette tradition de la caravane qui sera dans plusieurs régions, et pourquoi pas dans plusieurs pays aussi. En fait, c'est la passerelle entre Alger et les régions d'Algérie, et Alger ou l'Algérie avec d'autres pays. Ça sera dans les prochaines éditions. Pour cette édition, ça sera Heure du poème, et c'est la caravane de la poésie avec, je vous ai dit, les trois langues, l'arabe, l'amazigh et la langue française.
et toutes sortes d'écritures. Et nous espérons voir un public vraiment très ouvert à cela pour qu'on puisse un petit peu mettre à l'horizon notre littérature et notre poésie. Eh ben, je vous le souhaite. Espérons que la participation du public sera là et que vous aurez toute cette latitude de pouvoir un petit peu comme ça déclamer de la poésie. Absolument. Voilà. Ça sera surtout cela. Lire des textes. Merci à beaucoup. vous. Merci beaucoup Nadia Sepri. Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous et on continue donc notre émission avec un sujet de Belhija. Donc en fait, alors c'est un spectacle chorégraphique à l'Opéra d'Alger. Voilà. L'Espérance, un spectacle de ballet donné par un groupe de jeunes artistes talentueux de l'Opéra d'Alger. Un spectacle à couper le souffle. Une création artistique et chorégraphique contemporaine qui donne une âme sur scène à de multiples pas de danse. فماذا عن العالم الذي أعيشه؟ عالم كنت ولم أزل وسأظل مالك عرشه. عالم أحيا به على خشبة مصر. Et c'est l'espoir, c'est l'espérance de ces jeunes-là. Je leur ai permis de montrer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ce qu'ils veulent nous transmettre et les mettre à l'aise dans cet objectif de dire oui, je suis un artiste de ballet professionnel, oui, je suis complet et oui, je peux moi-même créer et moi-même être un futur formateur pour les autres. Donc, on peut dire que notre génération à venir est assurée dans ce domaine-là et que la relève est là. بالعقل بالعقل ولحقت لهاد البلاصه اللي هنا في لوبيرا دالجي وصافي بليزير. هاد البلاصه عجبتني بزاف لي شغل علمتني بزاف صوالح اكاديمي ما كنتش نعرفهم في حياتي كاع في هذا الدومين. والحمد لله اليوم راني وصلت لحاجه شابه ورانا مع لي كرياسيون لي سبيكتاك شابين. هذا العرض من تصميم لي جان وانا واحد منهم. احنا 4 دي جان. جبت لنا مدام ناموس النص. عجبنا ذاك النص قالت لنا اني بغيتكم انتم لي جان وين تحاولوا في هذا العرض وين تخدموا. احنا عجبنا الفكره بدينا نخدموا عليها وتفاهمنا احنا دي جان كل واحد داير اون طاش بدا يخدم في لي طاش تاعو. Plusieurs tableaux avec des histoires différentes et surtout divers messages passés de par leur talent, mais surtout plusieurs semaines de travail acharné. Les rêves, l'amour et l'espoir sont des mots traduits en pas de danse sur la scène. Ça commence par une réflexion, par une étude, par le thème, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Là, je suis arrivée à un niveau excellent avec les artistes de ballet. Ils ont fait énormément de progrès, ils ont énormément progressé. Et lors du dernier festival donc, de danse contemporaine dont je suis moi-même aussi commissaire, je les ai invités à faire des créations pour tester leurs compétences, leurs possibilités. Et j'ai été agréablement surprise. Sincèrement, pour moi, ça a été un bonheur. هذا العرض يحكي على خدمة الشباب اللي درك احنا واش راهو يدير. اون اساي لو ماكسيموم باش حنايا نبينوا بلي الالجيري سي لي جون سي الالجيري. هذه هي هذا العرض كان من الكوريغرافيا تاعهم ايتو والحمد لله نقدروا نوصلوا به ان شاء الله رساله لكل الفئات المجتمع كل طبقات كل الاعمار منهم الشباب منهم باش نفهموا بلي حنايا شباب حنا هما كلش فاضي. Un panel d'artistes professionnels de l'Opéra d'Alger ont offert le fruit de leur travail au public. Une chorégraphie parfaite qui laisse le public admirateur, mais surtout émerveillé. Voilà, c'était un sujet de Yasmine Belhija et pendant ce temps-là, j'ai eu le plaisir donc de recevoir Sabrina Sakounet. Oui. Voilà, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'être là. Merci à vous de nous avoir invités. Auxiliaire de vie? Oui, je suis auxiliaire de vie scolaire. Très bien. Alors, à côté de vous, on a Amayas Mouzaoui. Comment vas-tu, Amayas? Bonjour. Bonjour.
Tu vas bien? Tout va bien. Eh ben super, on est content que tu sois là. Oui. Très content. Et qui c'est qui t'a accompagné? Donc dis-moi alors. Wassim? Abbad. Wassim Abbad, voilà. Ça va, j'ai pas écorché ton nom. Comment vas-tu, Wassim? Je suis très bien. Très bien. Très bien. T'es content d'être là? Oui. En tout cas, nous, Vraiment. on est très content que tu sois avec nous ce matin. Oui. Voilà, donc tu vas nous parler un petit peu de... Je suis avec Tata Sabrina. T'es avec Tata Sabrina. Oui. Tu la connais depuis longtemps, Tata Sabrina? Oui, 5 ans. Depuis 5 ans. Et elle fait quoi exactement, Tata Sabrina? Tout. Tout? Elle fait tout pour... Tout pour Amayas? Non, elle fait tout pour notre classe. D'accord. Amayas, c'est... Donc pas uniquement pour Amayas, Non, c'est pour tout le monde. Elle aime les enfants très très fort. Ah ben écoute, si tu dis qu'elle aime les enfants, c'est que réellement vous aimez les enfants. Oui, Sabrina. je les adore, oui, c'est vrai. Donc je l'ai dit tout à l'heure, je disais que ce n'est pas qu'un métier, ce n'est pas... il faut aimer. Je le dis toujours et je le redis, si on doit faire ce métier, il faut aimer ce métier. Il faut avoir beaucoup de patience avec les enfants et c'est un plaisir d'être avec les enfants. C'est un monde... Ce qu'il vient de dire de vous, c'est une récompense merveilleuse. Alhamdoulilah. Je suis attachée à ces enfants et j'arrive pas à me détacher. Et ils ont passé la 5e, l'année prochaine, Inch'Allah, ils vont être au SUM. Et Inch'Allah, Ya Rabbi, peut-être je vais être avec eux parce que j'arrive pas à me détacher d'eux. Voilà. Donc en fait, c'est limite votre deuxième maman. Oui. Très bien. Donc Amayas, vous suivez Amayas depuis son plus jeune âge? Oui, Amayas, comme j'ai toujours dit, l'avantage qu'il a, c'est un enfant que j'avais quand j'étais dans les crèches. J'étais son éducatrice, après j'étais la gérante de la crèche. Et quand il devait aller à l'école, les parents de Amayas m'ont sollicité pour être son AVS. Et là, ça fait 5 ans que je suis son AVS. Voilà. Donc vous êtes son AVS surtout à l'école en fait? Oui, à l'école et même au-delà. Et même au-delà. À l'école, on a 8 heures à l'école. On fait les exercices, on suit le programme scolaire. Et quand il arrive à suivre tout seul, il suit. Sinon, je l'aide à trouver des solutions pour comprendre les leçons. Et des fois, j'y vais avec lui, chez lui, pour l'aider à réviser. Donc, on va préciser, on va dire qu'il est dans une classe, dans un établissement scolaire normal. Dans une école normale avec des enfants normaux. Très bien. Voilà. Et c'est ça qui l'a aidé à faire beaucoup de progrès. C'est être avec les enfants. D'être dans cet environnement où tous les enfants, avec tous les enfants de son âge aussi. Sincèrement, le considèrent comme un enfant normal. Ils ne le considèrent pas comme un enfant différent ou un enfant autiste. Voilà, ils parlent avec lui, ils jouent avec lui, ils font les exercices avec lui. Et quand il s'absente, il ne vient pas, quand le lendemain on rentre en classe, c'est tout le monde qui dit « Ah Maïs, pourquoi tu n'es pas venu hier? Ah Maïs, tu étais malade ?» Voilà. Donc on remarque tout de suite, en fait, comme tous les camarades de classe, hein, il suffit qu'il y en ait un qui s'absente, la classe n'est plus tout à fait la même. Mais le plus important, c'est que lui, pendant ces 5 ans, il a fait beaucoup de progrès. Au début, c'était un enfant qui ne savait pas qu'il était dans une classe, qui ne savait pas ce qui se passait, mais maintenant, non. Il sait qu'il est à l'école, qu'il va faire les exercices, il connaît ses copains de classe, et il connaît ses profs, En fait, il s'est bien intégré. Voilà, il s'est très bien intégré et bien reçu. Voilà. En fait, j'imagine que c'est important d'être dans un milieu où déjà on est accepté tel qu'on est. Voilà, c'est ça le plus important, c'est d'être accepté tel qu'on est et d'aider ces personnes à s'améliorer. Très bien. Donc, je vous propose d'abord de regarder un reportage et on reviendra juste après. Inch'Allah. Samira est une auxiliaire de vie chez ce couple de retraités depuis près d'1 mois. Tous les jours, elle vient en aide à ces personnes en perte d'autonomie qui éprouvent des difficultés à accomplir les tâches de la vie quotidiennement, comme faire la vaisselle, préparer le repas ou encore faire leur toilette quotidienne. Le rôle تاعي c'est exercer tout ce qu'il peut lui faire lui-même. La toilette تاعه, l'aider à manger, lui préparer à manger, discuter avec lui, regarder la télé. Tout ce qu'il en a besoin, ses médicaments, tout, l'entretien, tout. À 89 ans, Mohamed souffre de la maladie de Parkinson. Il a fait appel à Samira pour l'aider à accomplir les tâches de la vie quotidienne qu'il n'arrive plus à faire seul. Une aide précieuse qui lui permet aujourd'hui de préserver son autonomie et de lutter contre l'isolement. Vous voulez prendre votre médicament? Le médicament. D'accord. Là, le bleu? Le comprimé bleu. D'accord.
J'ai aimé ce que je suis en train de faire parce que de nature, j'aime les personnes âgées. Je suis bénévole déjà dans des associations de charité, ce qui fait que je rends visite à des personnes dans le Mousseline et tout. Samira a suivi une formation de plusieurs mois dans cette société d'aide à la personne et de soins à domicile agréée par le ministère de la Santé. Notre société est sous agrément du ministère de la Santé suivant le décret de août 2015 qui permet la mise en place de ce type d'entreprise qui développe différentes aides, à la fois les soins à domicile et les aides à la personne, ce qu'on appelle les services à la personne. Et donc l'auxiliaire de vie s'insère dans le cadre des services rendus à la personne. Notre objectif, en fait, c'est vraiment d'essayer d'apporter une aide à toutes les personnes qui ont besoin de ce type de profil. C'est souvent une problématique qui se pose liée à l'âge. Il faut savoir qu'actuellement, on a une génération de personnes âgées qui se retrouvent isolées. C'est une personne qui va s'occuper de tous les gestes de la vie quotidienne, en commençant donc par le nursing, tout ce qui est hygiène, toilette, l'entretien de l'environnement, la préparation des repas, l'administration des médicaments, mais aussi les aspects occupationnels et rééducationnels. En plus de s'occuper des charges d'hygiène, de toilette et d'entretien de la maison, l'aide à domicile a un rôle à jouer en matière de bien-être physique, de santé mentale, mais aussi d'un certain soutien psychologique et relationnel. C'est une professionnelle qui occupera une place importante dans la vie de la personne assistée. Voilà donc un sujet sur des auxiliaires de vie, mais pour les personnes âgées, en fait c'est assez différent quand même. Oui, avec des enfants à besoins spécifiques. Voilà, pour les personnes âgées, je pense qu'il faut être vraiment quelqu'un, un spécialiste dans le domaine, parce qu'il y a les médicaments, il y a le suivi et tout ça. Il y a des maladies. Il y a des maladies, voilà. Ça m'est arrivé de le faire, mais c'était juste pour tenir compagnie ou leur donner les médicaments. Voilà. Et donc, c'est toujours un plaisir aussi d'être avec des personnes âgées. Voilà, c'est une expérience. Oui, quand on est passionné, on aime parce qu'il faut être à l'écoute aussi, il faut être à l'écoute de ces personnes. Donc aimer, aider, c'est surtout ça. Il faut aimer ça et aider. Voilà, c'est ça. Surtout les personnes âgées, elles ont besoin de personnes qui sont là pour les écouter beaucoup plus. Parce que la solitude, les maladies, c'est pas facile à gérer pour ces personnes-là. En fait, c'est pas juste des soins à leur promulguer. Non, c'est pas juste des soins. Voilà. Beaucoup plus de la compagnie, avoir de la compagnie avec eux. Très bien. Donc, dites-moi, c'est comment au quotidien avec Amayas? Au quotidien, c'est à 8 heures, c'est sa maman qui l'accompagne à l'école. Et moi, je suis déjà à l'école. Après, on va en classe et on suit le programme scolaire. Donc, vous êtes présente en classe avec lui? Oui, je suis présente pendant les 8 heures. Ça nous arrive aussi de sortir dehors. Quand je vois qu'il est fatigué ou il est stressé, alors on fait une pause pour ne pas perturber les enfants. On va faire un tour ou là, on va faire quelque chose. Il faut dire que pour le cas d'Amaya, c'est difficile de 8 heures par jour de rester dans une classe. Il est obligé de suivre le même programme scolaire que les enfants normaux. Alors, c'est un peu difficile pour lui. Oui, mais c'est plus compliqué pour assimiler les cours. Voilà, surtout, pour les langues, il est porté pour les langues, le français, l'anglais et tout ça. L'arabe, il a quelques difficultés. Mais quand on sort, on fait un tour, je lui promets des choses. Quand il revient en classe, il est en forme. On continue le programme et ça se passe très bien. Voilà. Amayas, dis-moi, il y a une matière que tu préfères en classe? Est-ce qu'il y a une matière que tu préfères comparée aux autres? Qu'est-ce que tu aimes? Le français, l'anglais ou l'arabe? Français. Elle adore le français. Et les mathématiques, tu aimes? Riyadiyat. Tu aimes? Oui. Oui, aussi. Voici, mais toi, dis-moi, quelle est ta matière préférée? Toutes les matières. Toutes les matières. Tu n'en as pas une un peu plus que les autres? Non? J'aime mathématiques. T'aimes les mathématiques? Ah, très bien. Généralement, les enfants, c'est la matière qu'ils préfèrent. Oui. Voilà, très bien. Est-ce que tu es en vacances? Ça y est, c'est les vacances? Non. Pas encore? Il reste c'est la période des examens au privé. Ah, d'accord, très bien. Et après, il y aura la remise des notes, corriger les examens, après les bulletins. Et après, ce sera les vacances. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Tu fais quoi? Dis-moi, raconte-moi un peu. Je lis des livres. Je pars dans une école de Coran. Je
J'appelle mes amis. Vous discutez en groupe? Vous faites comme ça des groupes? Oui, je sais, vous le faites tous en ce moment. Dis-moi, comment ça se passe avec Amayas en Amayas, classe? c'est un frère pour moi. Il est très gentil. Mhm. C'est mon meilleur ami. Parce que on joue ensemble, on rigole, on fait l'exercice ensemble, on écrit les leçons. Comme j'étais absent, il me donne les cahiers pour réécrire les cours. Réécrire les cours. D'accord, donc c'est vraiment un bon ami à toi. Oui, c'est Super. un vrai bon ami. Très bien. Ben, j'espère que vous allez encore continuer ensemble. Quand vous Inch'Allah. serez, Inch'Allah, au collège, Inch'Allah. vous serez ensemble. Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc, sur ce beau métier, un dernier mot? Ce que je peux dire, c'est que on doit donner la chance à ces enfants d'être dans les écoles parce que dans la réalité, on ne les accepte pas. Et on doit donner aussi la chance à l'auxiliaire de vie scolaire. C'est une personne qui est là pour l'enfant et pour aider aussi les autres enfants en classe. Elle n'est pas là pour surveiller les profs, ou elle est là pour le bien-être de l'enfant. De l'enfant, Voilà, de pouvoir de l'enfant. qu'il puisse suivre comme ça Voilà. les cours. Oui, et beaucoup plus le pousser dans le social à s'intégrer. Donc, vous prenez en fait de mettre ces enfants dans des classes normales et surtout pas de faire des classes spéciales pour eux? C'est pas l'auxiliaire de vie qui décide de ça, Oui. c'est les spécialistes. Mais moi, sincèrement, je suis contre mettre ces enfants dans des classes spéciales. Très bien. Parce que s'ils doivent faire des progrès, c'est avec des enfants normaux. Très bien. Voilà. Et c'est ça le rôle de l'auxiliaire, c'est de pousser ces enfants à s'améliorer. Très bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous Bonne aussi. continuation. Merci beaucoup. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de vacances pour vous? Non, même s'il n'y a plus d'école, oui, vous êtes je reste toujours, auprès je reste d'Amayas. toujours en contact avec lui. Voilà, parce que la rupture a dit que c'est pas Voilà. bien pour eux. De temps en temps, j'y vais chez lui, je le fais sortir, je l'appelle au téléphone pour toujours garder le contact Avec Amayas, voilà. En tout cas, une chose est sûre, ça se voit qu'il vous adore. Oui, on l'a vu, c'est vrai. On l'a vu en train de vous faire des bisous, ça se voit que... Il est très gentil, il est très câlin, il est très affectueux. En fait, les liens que vous avez tissés sont magnifiques. Oui, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Merci à vous Et aussi. Aïchek, merci, bonne Allah continuation. merci. Et bonnes vacances à vous, Merci. passez de bonnes vacances et Tu merci dis pas d'être bonjour venu. à ta maman? Vas-y, tu veux dire bonjour à ta maman? À mamie. Allez, voilà, les bonjours mamie. Bonjour mamie. Voilà, Bonjour, j'imagine que ça lui maman, fera papa. plaisir. Papa, Ramzi. Tout le Il monde. devait venir son frère. Très bien. Il a insisté, il est venu en classe. Il a dit, Tata, pourquoi lui tu le prends, moi tu me Ah prends oui, c'est pas. difficile, Toi, oui. allez, toi aussi tu viens. Mais finalement, il n'est pas venu aujourd'hui. Eh ben, ce n'est que partie remise. Voilà, Inch'Allah. je lui ai dit la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, Inch'Allah. merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Merci. On continue donc avec un sujet de Semera Hadj Amar, les escaliers d'Alger.
Le reportage est magnifique et on ne se lasse pas de le voir et de le revoir. Et pendant ce temps-là, Samira Hadjamar s'est glissée pour venir prendre sa place. Du reportage, je suis venue direct au plateau. Sans transition, tu as pris les escaliers. Exactement. Et tu es arrivée. Les escaliers d'Alger sont très importants. Oui, parce qu'ils font partie de l'histoire d'Alger. Quand on regarde la bataille d'Alger, eh ben ça s'est passé dans les ruelles étroites de la Casbah. Ce sont des escaliers. Il y a des escaliers partout, en fait, dans tout Alger. Il y a des escaliers dans les films. Et ce qu'il y a surtout dans ce reportage, il y a Momo. Momo qui allait souvent au Mol. Donc le Mol d'Alger, le port d'Alger. La jetée, voilà. La jetée Khairdin, les voûtes Khairdin. Khairdin, c'est important parce que c'est lui qui a construit le premier port d'Alger. Et ben, c'est le sujet, oui. C'est le sujet de ce matin. De ce matin, les forteresses. Il y avait une forteresse, en tout cas à l'époque, au XVIe siècle, il y avait une forteresse espagnole qui avait ses canons dirigés vers la ville d'Alger, qui empêchaient les bateaux de rentrer et de sortir. Les frères Barberousse sont venus. Ils ont détruit la forteresse et elle a servi à la construction du mol sur à peu près 200 mètres. C'est comme ça a été relié. Les débris de la forteresse ont servi à la construction du premier port d'Alger. Voilà. Donc ce port, c'est parmi les transformations qui ont été opérées dans la petite ville d'Alger à l'époque, qui était une petite ville berbère, qui avait un rempart berbère et le petit port d'Alger. Le port d'Alger est la première défense d'El Jazair. C'est une défense naturelle par sa position géographique. Il est situé à l'extrême ouest, donc il y a le vent de l'ouest. C'est très difficile en hiver. En été, c'est bien pour le mouillage des bateaux, mais en hiver, c'est très difficile d'accoster à Alger. D'ailleurs, quand les Français sont arrivés, ils ne sont pas arrivés par Alger, ils sont allés à Sidi Fredj. Voilà. Et pour la baie d'Alger, c'est 40 km, c'est jusqu'à Cap Matifon. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il y avait des bateaux qui rentraient, il y avait la course, il y avait les corsaires, il y avait tous ceux qui attaquaient Alger. Et Alger a été attaqué par beaucoup de pays. Les Anglais, les Danois, les Espagnols pendant très longtemps. Les Espagnols, peut-être pas Alger, si Alger, Charles Quint bien sûr, Oran, Mers el Kébir. Voilà. Mais il y a eu énormément d'attaques et donc quand les Ottomans sont arrivés, ils ont fortifié Alger. Ils ont rajouté des forts, des burj, ils ont rajouté des remparts. Voilà. Donc il y en a un pas très loin de chez toi, on va dire où tu habites. Non, en fait, il y en avait à peu près un peu partout. Ça formait en fait un triangle. Je ne sais pas si on peut voir la photo, j'en ai donné à Amel. Donc, les Ottomans, quand ils sont arrivés, ils ont construit un mur, un rempart tout autour d'El Jazair, d'Alger. Voilà, donc ce mur. Non, ça c'est le fort étoilé. C'est Châteauneuf. C'est joli. Ah, Châteauneuf. Oui, Châteauneuf. D'accord. Et donc, ils ont construit un mur. J'allais dire un mur étoilé. Non, il est spécial. Hein. Il n'y a aucune construction du genre ailleurs, en fait, à l'époque. Donc, ils ont construit un mur de 11 mètres, 11 à 13 mètres. Hein. Ce qu'on voit, ça, c'est l'une des... c'est une reproduction. C'est l'une des photos, je crois que c'est la plus ancienne photo d'Alger. Donc, on voit le rempart. Il fait de 11 à 13 mètres de hauteur. Il y a des ouvertures, donc, à meurtrière. Piasso, et il y a à peu près 214 embrasures à canon. Donc il y avait des canons. Voilà la carte. Donc comment c'était au XVIe siècle. Alors la longueur du rempart dépassait les 2500 mètres. Et en fait, il était protégé par des fossés aussi, des fossés. Donc il y avait les remparts, il y avait les meurtrières, il y avait les canons, et il y avait... donc juste à côté du rempart, il y avait des fossés de 14 mètres et il y avait aussi à peu près une dizaine de batteries pour te dire qu'Alger était vraiment... C'est pour ça qu'on dit la bien gardée. Et El Mahroussa, exactement. El Mahroussa aussi parce qu'il y a beaucoup de légendes qui accompagnent ça. Hein. Donc quand Charles Quint il a débarqué avec son armada, sa gigantesque armada,
Bolqdour, il a tapé avec son bâton, là où les vagues, en fait, il y avait une tempête sur Alger. Donc là, on va dire l'armada de Charles Quint a coulé pour la plupart avant qu'il s'enfuit avant qu'il court vers Cap Matifou. Et là aussi, il a été attaqué, donc il est reparti sans sa couronne, qu'il a jetée au large de Cap Matifou. Donc voilà. Il y a aussi à l'intérieur comment ça s'est organisé au XVIe siècle, donc au début de la période ottomane, c'est qu'il y a eu aussi les casernes des janissaires. On avait à peu près entre 7, 8, 9. Elles étaient... donc c'était des casernes de luxe et ça n'existait pas ailleurs, en Europe ou dans d'autres pays. Les janissaires, donc la milice d'Alger, l'armée, on va dire l'armée de l'époque, peut-être les gradés, étaient logés dans des casernes. Il y en a une qui existe toujours, elle est tout près du théâtre national, elle est très jolie. Très très belle, elle a été remise, c'est un hôtel. Rénovée. Elle a été rénovée il y a quelques années en arrière. Elle a été rénovée, ça dépend du ministère des Moudjahidines en fait. Voilà, c'est un endroit magnifique. C'est très très joli. Oui. C'est à part les transformations de la période française coloniale, l'intérieur c'est resté avec les palmes. Enfin, c'est très joli. Voilà. C'est très très beau. Donc voilà, et ils ont construit aussi je ne sais pas si on dit des bolges, des forts. Ouais. Il y en a à peu près partout. On a vu celui le fort étoilé, il y a Bolj Kifen, il y en a un qui est assez spécial, c'est un fortin, c'est celui de Bolj Kifen. Il a été construit avec des pierres, des vestiges romains. Des vestiges romains, oui. Il est à l'endroit, il est sur la plage, c'est très joli à voir. En fait, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été déposé... il est fait en pierre romaine, on va dire en pierre de taille. Et il est là sur la plage. Et c'est l'endroit, on appelle ça bateau cassé. Bateau cassé, oui. Voilà. Il y a le fort 24 heures qui était du côté du bastion 23, un peu plus loin. Il n'existe plus celui-ci. Il a été détruit il est tombé. Ou il a été détruit pendant la colonisation. Il y a le bastion 23 qui existe toujours. Il y a le Bolj Polignac à Bouzarea. Bolj Polignac, Polignac. Ouais, c'est joli ça. Donc voilà, il y a le port aux mouches du côté de la pointe aussi. De Ben. Oui. Ouais. Et c'est quoi exactement l'histoire? Peut-être que toi tu la connais. Moi, non. Donc non, je la connais pas. Ok, écoute, la prochaine fois, on essaiera voilà, de parler de ça. il y avait Bolj Sobia aussi. Et au niveau du bastion 23, le palais des Raïs, avant il y avait le cimetière des rois. Il a été déplacé vers le mausolée Sidi Abdelrahman, donc c'est un cimetière aussi, pour que les Français fassent passer une route en fait, le boulevard du 1er novembre actuellement. Voilà. C'est terminé pour moi ou là? Non, vas-y, raconte-nous encore, Samira. Non, mais voilà. On est tout. Non, mais voilà. Donc, Alger était donc protégé et je sais pas, Et alors, il y avait plusieurs portes aussi. Donc, c'était à quelle époque? On est au XVIe siècle, du XVIe siècle au XIXe siècle, pardon, jusqu'à l'arrivée des Français en 1830. Donc les Français ont opéré énormément de changements. Alger a changé, puisque déjà ils ont détruit, mais avant tout ça, c'est visible, c'est c'est du côté de la citadelle d'Alger, donc ce qui est en fait la Casbah, l'original, en haut de Sidi Abdelrahman, là où les frères Barberousse ont installé c'est le point culminant d'Alger. Je crois que c'est à 104 mètres d'altitude. Et c'était surtout là-bas où il y avait les armes, la poudre, pour les canons, tout ça. C'est là-bas que les gens, quand il y avait des délits qui étaient commis ou des crimes, c'est là-bas aussi que les sentences s'étaient appliquées. Parfois, ça terrifiait tout le monde. Donc, il y a le rempart, on peut le voir jusqu'à aujourd'hui, il est juste en face de la gendarmerie, en bas de la citadelle d'Alger. Oui. Voilà. Donc, celui-là est visible. Après, on en a parlé tout à l'heure avec Hassan, on ne sait pas si c'est un vestige d'un aqueduc, parce qu'il y avait les Ottomans ont construit, je crois, 3 à 4 aqueducs, dont celui du Télémni, celui du Hamma, qui venait
donc la vallée des consuls, de Bouzarea. La cité Chabani aussi. Alors oui, celui-là c'est Zebouja, celui du Val d'Hydra, Zebouja je crois. Oui. Voilà. Il y en a un autre. Après, il y en a un autre, mais je ne suis pas très sûre s'il est ottoman ou pas, du côté de Tersraïn, le village. Parce qu'il y a les aqueducs qui ont été construits pendant l'époque romaine aussi. Il y en a un peu partout en Algérie. Et en particulier à Tipaza, en fait, sur la route, on peut le voir. Il est très, très ancien, celui-là. Voilà, les Romains ne s'installaient jamais quelque part sans qu'il y ait des points d'eau. Voilà. Et la création, la construction d'aqueducs à Alger par les Ottomans signale que il y avait le nombre de la population avait augmenté, donc le besoin en eau a augmenté, donc voilà. D'où la construction de ces aqueducs. De ces aqueducs, voilà. Et le premier, je crois que c'est celui du Télémy, voilà. Très bien. Voilà. Sinon, il reste aussi Borj Moulay, il y a celui, le fort l'Empereur, le Borj Hassan, Koudet Saboun, enfin il y en a plein à Alger, et tous méritent d'être visités pour ceux qui sont restés et restaurés. Il y a des poudrières aussi, on peut en voir une du côté de la grande mosquée d'Alger. Elle est visible, de l'autoroute on peut la voir. Oh, très bien. Voilà. Voilà. C'est une batterie. Voilà. Merci beaucoup. Ça veut dire que c'est terminé. J'aime bien. Oui. Merci. En tout cas, c'était passionnant. Comme d'habitude, Samira. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Très bien. Merci, Marianne. On se retrouve dans un moment. Voilà, pendant ce temps-là, m'a rejoint Zoher Mazari. Zoher Mazari, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très heureuse de vous recevoir ce matin. Un plaisir pour moi. Donc, un bel événement ce soir. Ah oui. Vous êtes chef de chœur, je vous présente d'abord, donc vous êtes chef de chœur. Et ce soir, vous avez un bel événement à notre basilique Notre-Dame d'Afrique. Tout à fait, donc c'est un événement, donc c'est un récital de chant choral donc, qui sera animé par la chorale polyphonique d'Alger. Donc c'est vraiment une trentaine de choristes accompagnés de musiciens qui sont réunis pour un concert, pour un récital intitulé donc Alger Choir and Friends. D'accord. Donc ça sera en langue anglaise? Non. Donc ça sera dans beaucoup de langues, de différentes langues. Donc au programme, il y aura de la musique algérienne, donc sous forme polyphonique, mais aussi des grands classiques, que ce soit de musique classique, de musique baroque, mais aussi bien sûr aussi de jazz. D'accord. Donc quelques titres peut-être? Alors oui, bien sûr. Donc pour la musique algérienne, Qumtara, Goumari, aussi donc pour la musique baroque, des extraits de Vivaldi. Pour le classique, donc nous aurons
In Stiller Nacht de Brahms, après aussi par rapport au jazz, donc Over the Rainbow. Vraiment une belle. Voilà, donc assez éclectique quand même comme programme, donc justement pour montrer toute l'amplitude justement de ce répertoire qui est celui d'une chorale polyphonique. Et en même temps, j'imagine que le lieu, on ne va pas dire que s'y prête, j'imagine que c'est le lieu parfait aussi pour ce genre de représentation. C'est juste magique, c'est juste un lieu qui est, comme vous le dites, parfait. Donc c'est l'acoustique qui est, donc c'est fait pour ce genre de prestations, justement, de chant. Et justement, il n'y a aucun problème de son, ni sono, ni balance, c'est vraiment les voix au naturel et tout est toutes ces voix s'entremêlent donc dans cet espace qui est magnifique aussi, mais visuellement, mais aussi de par son acoustique extraordinaire. Donc vraiment, c'est un lieu qui vous aide, hein, j'imagine aussi quand. Vous serez combien? Une trentaine à peu près? Alors une trentaine de choristes accompagnés de 2 pianistes qui vont se succéder par rapport au programme. Il y a aussi, donc on a tenu pour ce soir à montrer, donc un peu présenter ces personnes qui font partie du chœur, donc quelques-unes de ces personnes qui sont des solistes d'opéra pour la plupart, mais donc justement visant à les faire connaître un par un et une par une. Donc il y aura environ 6 à 7 solistes qui vont interpréter des extraits d'airs d'opéra, donc des airs d'opéra. Donc, et là ça va vraiment être quelque chose de très beau. J'imagine, oui. Vous avez déjà... Quel est votre dernier spectacle avant? Bon, bien entendu, celui-là n'a pas encore eu lieu. Alors le dernier spectacle, c'était dans le cadre de la Coupe d'Afrique, justement, donc des moins de 17 ans. Donc c'était à la salle Ibn Khaldoun. Donc c'était le chœur de la wilaya d'Alger qui s'était produit. Donc c'est un chœur différent de celui-là, avec quelques éléments qu'on retrouvera dans les 2 chœurs. Mais donc c'était au nom de l'établissement Agriculture. Donc on avait fait un programme spécial musique africaine. Donc c'était un voyage, c'était un spectacle qui était intitulé Ana Ifriqi. Donc nous avions vraiment le maximum de personnes qui pouvaient nous... Je pense qu'on est en train de l'entendre. Oui. Voilà, on écoute un petit peu en même temps. Donc c'est un événement qui s'est déroulé en 2019? Effectivement, donc ça c'était à l'occasion du 5 juillet 2019, donc c'était à la salle Ibn Khaldoun. Donc je précise que c'est la première année de l'existence du chœur officiel de la wilaya d'Alger appartenant à l'établissement Agriculture qui nous avait ouvert ses portes dès 2019 justement, donc qui continue jusqu'à présent. Donc c'était l'une des premières expériences de chorale vraiment professionnelle dans le sens où les choristes sont avec un contrat annuel, et ça c'est très important d'en parler parce que l'établissement Agriculture, depuis 2019,
fait un travail de fond justement pour officialiser, pour donner un statut juridique justement aux choristes, aux musiciens et aux danseurs qui travaillent au sein de cet établissement. Et justement, donc un grand merci à tous ceux qui œuvrent au sein de Agriculture pour ça. Donc monsieur le DG, monsieur Hamadi, et bien sûr monsieur le directeur des conservatoires, monsieur Touati, sans qui tout cela n'aurait pas existé. Justement. Donc une formation officielle. Tout à fait, voilà. Tout à fait officielle, des choristes qui sont là, qui sont rémunérés mensuellement pour fournir un travail, ce qui facilite aussi mon travail de pouvoir faire un travail de fond, de pouvoir créer un répertoire dans une forme de stabilité, que ce soit financière, ce qui est important, mais aussi artistique de par cela. Parce que j'imagine que quand la formation est au complet et en fait elle est, on va dire, régulière, ça vous facilite aussi le travail? Tout à fait. On a une forme de stabilité par rapport et de pérennité par rapport au travail. Donc il y a des jours de répétition qui sont là, qui sont un planning à respecter et le choriste se trouve à l'aise. Pour la plupart, ce sont des jeunes, donc des étudiants. Donc se retrouver à être sous contrat avec un établissement culturel, une institution culturelle comme Agriculture de la wilaya d'Alger, donc ça leur offre cette stabilité financière qui permet vraiment d'avancer, qui permet d'être à l'aise justement, donc ce qui est très très important. Une certaine aussi reconnaissance aussi justement, donc on vient de passer donc la date du 8 juin, donc justement en parlant toujours du statut de l'artiste, donc c'est quelque chose justement que les autorités continuent de faire, et merci justement aux autorités de la wilaya d'Alger d'être vraiment dans l'avant-garde par rapport à ça. On va revenir un petit peu sur le spectacle de ce soir. Le choix des chansons que vous allez interpréter, c'est vous qui l'avez fait? Alors c'est moi, mais en parallèle ça a été fait de concert avec nos choristes justement, donc parce que c'est un spectacle où ça s'est voulu, donc qui se veut un peu, donc c'est comme le dit son titre, Alger Choir and Friends, donc c'est le chœur d'Alger et ses amis. Donc vraiment, c'est être dans une forme de partage, d'échange au maximum. Et par rapport à ça, justement, donc les morceaux ont été choisis à travers ma propre sensibilité, mes propositions, mais avec des propositions. Toutes ces affinités, en fait, qu'il y a entre le groupe et vous-même, entre la formation. Tout à fait, justement. Donc, et chacun s'est vu donner la chance de proposer un morceau qu'il préfère, justement, surtout par rapport aux solistes. Donc, c'est leur proposition. Donc, ce ne sont pas des choix qui ont été imposés par moi-même. Pour les morceaux qui seront interprétés par le chœur, personnellement, on en a choisi quelques-uns qui ont aussi une symbolique par rapport à nous. Par exemple, un extrait de la cantate de Taniev et aussi cet extrait de Inchironat qu'on vient d'écouter, qui sont un tout petit peu un hommage à celui qui a créé la chorale polyphonique d'Alger, donc il y a des années de cela, celui qui m'a aussi prodigué donc, son enseignement par rapport à la direction de chœur. Donc, Rabbi Yarhamou, c'est le maître Aziz Hamouli. Voilà, Allah Yarhamou, justement, une pieuse pensée pour lui. Et en même temps, donc, c'est aussi donc, montrer cette continuité, montrer tout cet héritage qu'on a eu. Donc, votre travail au quotidien, j'imagine qu'il y a les répétitions, il y a le choix, mais j'imagine que vous travaillez tous les jours au spectacle prochain. C'est clair que vous êtes dans le spectacle d'aujourd'hui, mais vous vous êtes déjà projeté, j'imagine. Effectivement. Donc, c'est toujours essayer de travailler donc, bien à l'avance. Donc, c'est un travail qui est assez difficile. Le travail de répétition de la chorale, ça nécessite beaucoup de répétitions, plus que pour les musiciens. Ça nécessite de toujours maintenir les voix des choristes au bon niveau, d'essayer au contraire de toujours travailler pour améliorer justement la qualité et la sonorité du chœur. Donc c'est un travail qui est vraiment continu. Et là, comme vous le dites, oui, c'est déjà donc aujourd'hui c'est spectacle, demain c'est pause et lundi c'est répétition, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Zoher? On va le voir, il joue du mandol. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui? Ah, d'accord. Écoutez, c'est aussi ma deuxième casquette, on va dire. Ma première casquette, c'est le shabi, oui.
Belle surprise, hein? Ah oui, très belle surprise, de beaux souvenirs, justement. C'est Amel Elmi, c'est qui vous a fait ce cadeau. Justement. Donc c'était en 2021? C'était en 2021, donc c'était lors d'une émission où j'ai eu la chance de composer justement la musique du générique et aussi les jingles. Donc c'était avec Farid Ben Moussa et l'animateur c'était Riyad Aberkan. L'émission c'était Sessafinda. Et là j'avais été invitée sur le plateau pour parler justement de tout ce travail qu'on avait fait par rapport au volet musical, l'habillage musical. Et là j'avais interprété un hommage à Idir, Allah yarhamou, c'est Abharit Medis. Voilà, donc vous l'avez... On l'écoutera tout à l'heure, donc on finira l'émission avec votre voix. On va revenir un petit peu, hein, je vais t'amener un petit peu vers le passé. Depuis quand on va dire que tu es tombée dans la soupe? Ah oui, dans la soupe. Donc c'est à partir de mon adolescence, on va dire. Donc j'ai commencé avec le Chabi. Donc j'ai commencé au conservatoire de Cuba. C'était avec le Chabi, en parallèle la musique andalouse. Mais aussi, donc je faisais aussi du solfège. Le Chabi, c'était le Cheikh Abdelsalam Drouesh. Donc qu'on salue, un grand monsieur. Puis donc j'ai suivi des cours de solfège. C'était vraiment une passion qui m'animait de plus en plus. Après mon bac, le choix était vite fait. Je devais faire de la musique aussi à l'université. J'ai fait l'ENS. Et puis donc j'ai eu la chance en 2012 de rejoindre l'orchestre symphonique en tant que choriste. Puis très vite, je suis devenue l'assistant de notre chef de chœur, justement Aziz Hamouli Yarbi Yarhamou. J'ai rejoint grâce à un grand monsieur qu'on salue, qui était le directeur de l'orchestre symphonique, M. Abdelkader Bouazara, qu'on salue, puis qui m'a ouvert la porte après le décès de mon chef de chœur. Donc, pour pouvoir tenir les rênes de la chorale polyphonique, donc qui m'a donné cette chance. Ça t'avait pas fait peur à l'époque un peu? Ah bah si, c'était énorme de remplacer déjà, d'être à la place d'un grand, d'un mot sacré comme Aziz Hamouli. Puis j'ai eu la chance de côtoyer durant 7 ans un grand maestro international algérien qui est Amin Kouider, oui, auprès de qui j'ai beaucoup appris en termes de direction, mais aussi de direction artistique, qui m'a beaucoup appris, donc grâce à qui aussi j'ai continué à travailler. Donc je suis devenu chef de chœur à l'Opéra d'Alger à un moment donné, donc depuis son ouverture justement en 2016 jusqu'en 2022 dernier. Et justement, donc c'était une grande chance de côtoyer tous ces maestros, et actuellement aussi de côtoyer un maestro qui est un ami, un grand ami, Lotfi Saïdi, qui fait un travail merveilleux au sein de l'Opéra d'Alger justement. Donc vraiment, c'est de belles rencontres, parfois hasardeuses, parfois provoquées par... mais qui te poussent vers l'avant? Qui me poussent vers l'avant, qui m'ont souvent poussé un tout petit peu, parfois même à changer de direction parfois, mais tout de suite après, le choix était vite fait. Hein. Ben super. On va rappeler l'événement de ce soir. Oui. Tu nous laisses nous donner l'heure, la date, le lieu. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est à la basilique Notre-Dame d'Afrique, donc à Zrara. C'est à 19. Le concert commence à 19h30. Donc les portes seront ouvertes à partir de 19h. Donc j'invite nos invités à venir plus tôt pour bien s'installer et mieux profiter justement du concert et du cadre aussi. Oui. Venir le plus tôt possible. Donc c'est un récital qui va durer dans les 1h30, donc de chant choral, de chant d'opéra aussi. Très bien, merci beaucoup Zohel Mazari. Merci à vous. En tout cas, bon spectacle pour ce soir et merci, pour soyez les téléspectateurs. Merci. Si vous n'êtes pas loin, faites un saut, je suis certaine que vous ne regretterez pas, c'est sûr. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'ai été ravie de vous avoir accompagné pendant 1h30 et je vous laisse en musique avec Zohel Mazari. يتسول حدوار في وين من غافي ضرار البطل فسير جايين شحال أتبغى تزار وين تحمل وقبل بحري تمكي أدي سوق أرضي يرحل المفاق
حكي ذكني السوداء وذميكي زذو السمورة إلى الرحسان حبيتي فاتي